Les Noces de Soie, tome 2, La Maison des Térébintes. Automne 1894. Mariette Andromasse est seule après que Théodore ait mis fin à ses jours. Son existence était chiche, un repas par jour, du pain, du fromage et quelques fruits. Elle était sèche comme un arbre mort. La vie avait perdu tout intérêt, et sans doute entrerait-elle ainsi dans la mort avec ce sourire lointain des gens qui n'attendent plus rien de l'existence. Eugénie, ayant reçu le secret de l'abbé Bessac, entreprend d'aller à la recherche du trésor des Huguenots, un sac de cuir garni d'écus frappés durant le règne de Charles IX. Une monnaie en or ayant appartenu aux protestants et cachée dans la grotte de la Baume au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy. Monsieur Sidbon avait bataillé des années pour que ses deux fils deviennent de bons vignerons. Mais Léonet était un bénet, une tête percée. Il a épousé Pauline, la fille Andromasse, qui était dans le ruisseau, dans les sales quartiers de Privas. Aubin, lui, était tout le contraire, intelligent, sensible et secret. Puis Pauline donne naissance à un petit garçon, prénommé Armand. France Lazaret, la secrétaire de M. Colomier, devient sa maîtresse. La maison Colomier commence à connaître quelques difficultés. Leurs difficultés viennent du canal de Suez. Depuis 1881, le Japon a accès à l'Europe. 30 000 tonnes de cocon transitent par ce formidable raccourci. Avant tout, ce sont les sériciculteurs et les filateurs qui trinquent. On tire sur les salaires des ouvriers, qui sont au plus bas. 1,55 franc pour un homme et 94 centimes pour une femme. Tous besognent 12 à 14 heures pour gagner de quoi vivre, survivre même. Sylvius se révolte. Il préférerait que chacun vive de son travail. Les éducateurs de verre, les moulineurs, les filateurs, les tisseurs. La production s'est réduite de moitié. Les filatures meurent et les magnaneries ne font plus face aux productions d'Asie. Le père et les fils Colomier parlent de l'affaire Dreyfus. Ce traître ne mérite que le peloton d'exécution. Non, c'est un complot. Ce ne serait pas la première fois qu'on jetterait un juif au chien. C'est faux, disait le père. Je ne suis ni contre les juifs, ni contre les protestants, ni contre les francs-maçons. Un jour, Sylvius rencontre Romain Plenet, l'associé de son patron et beau-père, M. Colomier. Jusqu'alors, Sylvius n'avait fréquenté que le syndicat des tisserands. M. Plenet lui dit « Comment ? Votre beau-père ne vous a pas présenté à notre confrérie l'union des marchands de soie ? C'est pourtant l'endroit où se décide l'avenir de notre profession. Nous sommes 75 sociétaires à faire la pluie et le beau temps sur le marché de la soie. Nous avons toutes les banques à nos pieds. » M. Plenet invite Sylvius à déjeuner dans sa luxueuse villa nommée les Térébintes, située sur les hauts de Fourvière. Perdez vos illusions, jeune homme. Il faut produire une soie moins chère en jugulant les intermédiaires. Voilà le secret. M. Plenet lui dévoile ses projets. Je veux partir. Madagascar, l'île Rouge. Il vit là-bas une araignée, l'alabé, qui produit une soie bien plus fine, bien plus résistante et extensible que celle du Bombix. Il faudrait plus de 10 000 araignées pour produire une once de soie. Le fil est composé de 96 filaments. Les premiers explorateurs ont vu les indigènes utiliser leur toile pour prendre des poissons. Florine Martelet souhaita rencontrer Sylvius, son demi-frère. Ils ne s'étaient pas vus depuis l'assassinat de Sadi Carnot. Ils se sont donné rendez-vous dans une traboule, petite sente traditionnelle, traversant des quartiers entiers, architecture ancienne, cernée par le verre, l'acier, et déjà munie de l'électricité. Ils boivent un verre en discutant tranquillement. Quand Roxane passe devant le bar et les voit,
Elle prend Florine pour sa maîtresse. Pauline a mis fin à ses jours. Léonet la battait et l'empêchait de partir avec son bébé Armand. Entre-temps, la Cour de cassation déclare recevable la révision du procès Dreyfus, puis la réhabilitation, puis innocent. Dreyfus est innocent. Ça se gâte pour Colomiers. Son associé Plenay veut rompre leur affaire commune, mettre un terme au contrat et lui réclame le remboursement de sa mise, soit 14 millions au moins. Colomiers se sent assassiné. Plenay décide donc de partir pour Madagascar, pour créer sa fabrique de soie, et annonce à Sylvius qu'il le nomme directeur de son usine du Chariot d'Or et de tous ses ateliers. Sylvius est son associé maintenant. Il n'y croit pas. Un piège, une stratégie. Hiver 1900. Mariette est seule. Les mûriers sont morts de maladie. La magnanerie de Fontblair est à volo. Mariette n'a plus rien. Même plus rien à manger. Elle a brûlé tous les meubles pour se chauffer. Elle meurt seule, abandonnée dans la neige. Toute la famille se réunit pour l'enterrement. Et Sylvius décide de racheter Fontblair. Le domaine des Sidbons ne se porte pas mieux. Albin était parti après la mort de Pauline. Monsieur Colomiers est désespéré. Sa maîtresse a rompu et les bilans sont catastrophiques. Il apprend que Plenay a nommé Sylvius associé et son banquier lui fait le reproche que le travail de ses ouvriers n'a jamais été récompensé. Le nouveau siècle ne nous le pardonnera pas. Le peuple se réveillera et imposera des lois sur le travail et sur les salaires. Printemps 1901, la force électrique, la compagnie du gaz, la houille blanche. Sylvius entreprend les transformations nécessaires dans la fabrique du Chariot d'Or, forme son personnel aux techniques modernes, et ce soir, Sylvius et Florine, sa demi-sœur, se rendent à Marseille, où on donne un opéra de Verdi, en hommage au compositeur qui vient de disparaître. La suite sur le tome 3.